Le froid et les voitures électriques ne font pas bon ménage, notamment sur l'autonomie. C'est un problème qui est régulièrement relevé, on en parle sur Survolté. Alors c'est assez intéressant, il y a un média norvégien qui s'appelle Motor.no, pour ne pas le citer, qui a testé tout simplement 24 voitures électriques en conditions de froid extrême. Bon, déjà, Robin, tu vas nous parler un peu de ce classement, et puis ensuite on va expliquer pourquoi les voitures électriques n'aiment pas le froid. Mais avant ça, classement, et j'ai envie de te dire que c'est qui un peu, on a envie de savoir, c'est qui le top 1, quoi. Le numéro 1, je le dis tout de suite, Allez. Polestar, 531 km parcourus pour 567 km WLTP. Donc, il a quand même fait moins de 5% par rapport à la donnée constructeur, parce que donc le L-Prix, c'est le nom de ce super test qui est organisé par ces journalistes norvégiens de Motorno. Il est organisé 2 fois par an, une fois l'été, une fois l'hiver. Donc là, c'est parle de l'hiver. Et donc, en fait, ils viennent comparer les données constructeurs, donc les cycles d'homologation WLTP, le genre d'autonomie qu'on n'atteint jamais. Et pourtant, là, avec la Polestar, alors c'est la Polestar 3, elle a parcouru donc 531 km sur ces 567. C'est vraiment pas mal. En plein hiver. En plein hiver, donc entre moins 5 et plus 5 degrés. Okay. Voilà, les Norvégiens, ils sont assez habitués des températures. Il fait chaud, quoi. Ouais, voilà. et eux, le froid, ils ont pas peur, parce que 9 voitures 9 sur 10 sont électriques quand elles sont achetées neuves là-bas, en ce moment. Le mauvais élève dans tout ça, parce que c'est bien beau de parler du premier, mais c'est qui le dernier de la classe, là? Cocorico. Oh là. C'est le Peugeot i3008 qui fait encore pire que son grand frère, le 5008, alors que pourtant il est plus gros, le 5008. Le i3008 a fait 347 km contre 510 sur sa fiche technique. C'est moins 32% d'autonomie par rapport à ce qui est vendu. Donc ça fait mal à la France. Et on sait pourquoi? Il y a la pompe à chaleur et tout dessus ou alors, ils n'ont pas trop expliqué vraiment dans le détail, ils sont juste principalement les chiffres, mais c'est vrai que c'est assez extrême, parce qu'on passe de moins 5 à moins 32, il y a quand même un grand écart des constructeurs. Là. On va forcément s'intéresser aux raisons, les classements c'est bien beau, mais il faut expliquer aussi pourquoi. L'une des premières raisons, Robin, c'est notamment lié à la chimie des batteries, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors donc, il y a, on va dire, de nos jours, 2 grandes familles de batteries, les batteries LFP, lithium fer phosphate, et les batteries NMC, nickel, manganèse, cobalt. Nickel. Bon alors, elles c'est précis, attention. De manière générale, elles se valent à peu près, mais les LFP, donc dans en froid, sont moins performantes que les NMC. Donc, vous allez le voir avec JB tout à l'heure, je fais un micro-teasing, qu'il y a une solution pour que les 2 chimies, entre guillemets, se valent à peu près. Mais voilà, alors, c'est une question de pure chimie. Les LFP sont moins performantes en hiver. Bon, voilà. Les LFP qui sont en général sur les voitures bon marché. Les Chinois en raffolent, et par exemple la Citroën C3, etc., les voitures les moins chères ont du LFP parce qu'une batterie LFP coûte moins cher. Elles sont moins denses en énergie, mais elles coûtent moins cher. Deuxième raison, et ça paraît assez obvious, le chauffage. Exactement, et c'est en fait la principale raison de cette grosse perte d'autonomie. On a de manière générale environ en moyenne 20% d'autonomie en moins en hiver comparé à la température optimale qui est entre 20 et 25 degrés pour une voiture électrique. Dehors il fait froid, donc on met le chauffage à fond pour se sentir bien, et donc ça pompe énormément d'énergie. Dans les cas les plus extrêmes, ça représente 40% de la consommation d'une voiture, c'est énorme. Le chauffage. Et encore une fois, vous allez voir avec JB, il va vous donner des petits tips. Il y a les solutions qui arrivent après. Il y a des solutions. Donc, et en plus, si on cumule avec les sièges chauffants, le volant chauffant, là, on fait la totale. On tire à mort la conso. Et je nuancerai juste en disant qu'en effet, 40%, ça peut arriver, c'est surtout sur des courts trajets, avec des voitures qui n'ont pas de pompe à chaleur, et que les lecteurs ici ne retiennent pas juste ce chiffre, parce que, en gros, sur un long trajet, tu fais 500 bornes, et en plein hiver à moins 5, ça va être 10, 20% grand max de la consommation. Voilà, mais en effet, sur des courts trajets, en fait, tu peux... c'est comme de la consommation, avec le thermique, en fait... on consomme énormément parce que on fait des petits courts trajets, donc on démarre et en fait on met le chauffage à fond, sauf qu'on s'arrête tout de suite, donc on vient de claquer la batterie et donc ça a pas le temps de se stabiliser entre guillemets dans l'habitacle.
Autre raison, peut-être moins évidente pour tout le monde, la densité de l'air. Alors explique-moi ça. Alors exactement, ça c'est un peu le facteur auquel on ne pense pas. Mais quand il fait froid, l'air est chargé d'humidité, est plus chargé d'humidité. Et ça a une incidence sur l'aérodynamisme de la voiture. Et donc on a environ 10 à 15% de résistance en plus à l'air. Donc ce qui fait qu'on a plus de consommation parce que la voiture fend moins l'air, elle a besoin de plus d'énergie pour avancer. Et ça, c'est pareil aussi sur l'adhérence. Ok, l'adhérence. Donc en gros, comment ça fonctionne quoi quand il y a de la pluie, il y a de la neige, on va perdre plus d'autonomie. Quand il y a de la neige, exactement. Ok. C'est comme la densité de l'air, donc on a plus de frottement, plus de roulement, de résistance au roulement. Et donc on a entre 17 et 22% de consommation en plus que par rapport à un temps sec à 110 km/h, je précise. Et on en parlait aussi il y a quelques jours, les batteries elles doivent aussi se réchauffer elles-mêmes quand il fait froid. Donc c'est quelque chose qui du coup consomme aussi en énergie, c'est ça? Ouais, ça c'est aussi inhérent au chauffage en fait. Ça fait partie entre guillemets du chauffage. Donc il y a le chauffage de l'habitacle et le chauffage de la batterie. Il faut chauffer la batterie pour qu'elle atteigne une température entre guillemets d'utilisation optimale. Et en effet, Lord Gibus le précise, et c'est la même chose pour les voitures thermiques. Tout ce qu'on a dit, sauf le chauffage, parce qu'en effet, le moteur de la voiture thermique réchauffe l'habitacle. Alors que là, il faut une résistance ou une pompe à chaleur, mais tout le reste, en effet, l'aérodynamisme ou la résistance des pneus, c'est la même chose pour les thermiques. Exactement. En effet, ce n'est pas des problèmes spécifiques à l'électrique. C'est vrai qu'on on en fait une montagne, mais en fait, c'est vrai que c'est moins flagrant sur du thermique, mais ça existe. De toute façon, la surconsommation. Alors là, on vous a expliqué les raisons. Pourquoi une voiture électrique perd en autonomie l'hiver. Mais maintenant, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on va vous donner des astuces, des petits tips pour préserver justement son autonomie par grand froid. JB, tu vas nous présenter 5 astuces à connaître pour justement économiser l'autonomie de sa voiture électrique en hiver. Quelle est cette première astuce? Eh ben oui, donc effectivement c'est un fait. Une voiture électrique va consommer plus, avoir moins d'autonomie en hiver qu'en été. Mais il y a plein de petites astuces pour limiter la casse qui sont pratiques et souvent agréables en plus. Je pense que le plus agréable d'entre eux, c'est le préconditionnement. Alors le préconditionnement, c'est un mot un peu compliqué pour quelque chose de très simple. C'est en gros, c'est la voiture, on règle la voiture pour qu'elle soit à une température et un niveau de charge donné à une heure précise. Très concrètement, on part à 8h15 le matin et on dit je veux que tu sois à 80% de la batterie et à 20 degrés, on arrive, machin. Donc la voiture, en fait, on sait que ce qui est extrêmement énergivore, c'est de grimper en température plutôt que maintenir la température dans un habitacle. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser l'énergie du réseau quand la voiture est branchée plutôt que utiliser l'énergie de la batterie. Donc, ce qui fait que déjà, on gagne énormément en consommation parce qu'on a juste à stabiliser la température. Et on gagne aussi énormément en confort. Et ça, c'est un vrai bonheur. T'arrives le matin. C'est un truc de fou. Ouais. Ce matin, non, mais tu sais, j'ai loué une voiture thermique là pendant le week-end. J'ai eu des galères à la maison. Et genre, il faisait -1, -2. J'étais là en mode, mais le pare-brise, il est gelé. Mais c'est vrai, mais ça n'était plus arrivé depuis des années. Ouais. Et surtout, tu t'assois, le siège, il est froid et tout. Alors que ce matin, j'ai pu reprendre la Model 3. Hop, à 10 minutes avant de partir, bim, je lance le truc. Et en effet, magnifique, quoi. Ouais. T'arrives, il fait chaud, t'as pas besoin de gratter, t'as pas besoin de ce soit, tu débranches, j'ai oublié, tu t'en vas. J'étais là en mode... Ça, c'est un vrai petit bonheur. Ouais. Ok. Il y a d'autres équipements à cocher dans une liste qu'on peut avoir quand on achète une voiture électrique. C'est quoi les autres équipements? Effectivement, dans la liste des équipements et des options, quand on achète une voiture, il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention. Je pense que le plus important, c'est la pompe à chaleur. On en parle beaucoup de la pompe à chaleur sur Frandroid et Numérama. Exactement. Donc le principe, c'est qu'une voiture électrique, une voiture essence, en fait, va utiliser l'énergie, principalement la chaleur dissipée par le moteur pour réchauffer l'habitacle. Une voiture électrique, le moteur électrique ne dépense quasiment aucune chaleur, donc il faut la créer. C'est des grosses résistances, c'est extrêmement énergivore. Une pompe à chaleur, ça va capter les calories de l'air extérieur, ça va capter les calories aussi un peu de la batterie du moteur et les balancer dans l'habitacle. Donc, en chiffres très concrètement, ça peut diviser par 3 voire 4 la consommation liée au chauffage. Et en cas vraiment très concret, on a largement plus de 10% de gain d'autonomie, ce qui là aussi n'est pas vraiment négligeable. Alors, la pompe à chaleur, certaines marques la proposent de série, je pense à Renault, je pense à Tesla, certaines en option, chez Volkswagen ou les voitures de Stellantis, donc Stellantis c'est Peugeot, Citroën, Fiat, etc. Parfois même
Pas du tout. Parfois c'est cher aussi. Ça par exemple chez Volkswagen, Volkswagen, c'est des options, c'est des options parfois qui coûtent très cher. Chez Volkswagen, c'est plus de 1 000 €. Chez Stellantis, c'est autour des 300-400 €. Donc, alors c'est un budget certes, mais qui peut vous rendre quand même pas mal de services en hiver. Voilà. Ça vaut les 400 balles en option. Ça peut exactement, ça peut les valoir. Alors ça, c'est un élément indispensable, mais est-ce qu'il y a peut-être un équipement qu'il faut éviter d'utiliser pour justement préserver son autonomie en voiture électrique? Je pense qu'effectivement la principale source de consommation, c'est le chauffage. Et certes, la pompe à chaleur réduit, mais il y a aussi d'autres petits équipements qui peuvent être très utiles, et là aussi très agréables, je pense, au siège chauffant. M'enlevez pas ça, les gars. Si. Tout sauf ça, quoi. Mais si. Siège chauffant et volant chauffant. Ça tabasse un peu sur la consommation. Ah non, très peu. En fait, justement, c'est ça. J'ai rien compris, moi, en fait. Mais on est là pour t'expliquer. Ok. Donc l'idée, c'est des toutes petites résistances qui sont dans la garniture du siège et dans la jante du volant, donc ça consomme pas grand chose, surtout par rapport à une énorme résistance pour chauffer l'habitacle. C'est aussi très très agréable. Moi, à titre personnel, un volant chauffant en hiver, t'arrives, t'as les mains froides, tu poses les mains sur le volant, c'est chaud. C'est trop bien, on adore. Et puis c'est rapide. Et c'est rapide aussi, c'est très rapide. Il y a certaines marques qui poussent le bouchon un peu plus loin. Là, je pense par exemple à DS qui a présenté sa numéro 8 il y a quelques semaines. La DS qu'on voit à l'écran, elle a ce qui s'appelle un petit chauffage de nuque. Ça c'est bien. Comme les cabriolets. Ouais, c'est ça. Il y a un ventilateur en fait qui fait un peu comme une écharpe. En fait, t'as un petit courant d'air chaud qui arrive. Donc c'est pour les vieux, ça. C'est un truc DS quoi. Franchement, parce qu'effectivement, comme tu disais Robin, ça existe sur les cabriolets en général, les cabriolets de luxe, et ça, déjà c'est très confortable, et en plus ça permet de limiter le chauffage, donc c'est toujours ça. C'est plus précis en fait. C'est plus précis, c'est même en termes de conso, c'est rien du tout en fait. Il y a l'Ordibus qui résume, je crois finalement très bien la chose. Vaut mieux chauffer un siège que chauffer l'air pour chauffer tout l'habitacle. Exactement. L'idée c'est de contact avec la zone chaude, alors que pour chauffer l'habitacle c'est de l'air. Et alors j'ai juste encore une nuance parce que j'apprécie ces conseils, et sauf que je trouve que parfois ils peuvent être mal interprétés par le grand public. Qui se dit purée, une voiture électrique pour avoir l'autonomie, faut couper le chauffage. Non, pas du tout. Non, mais ce que je précise, mais tu fais bien, effectivement. Et de dire que sur long trajet, en fait, si tu fais ça, tu vas gagner 5% d'autonomie peut-être. Donc sur une voiture qui a 500 km, dans le meilleur des cas, tu gagnes 20 bornes. Et à la pompe, en fait, tu vas gagner même pas une minute. Tu vois, c'est juste pour reprendre parce que je voyais là dans le chat un peu que c'est assez excité, pardon. Dire que ça, c'est des petits trucs de geek un peu quand tu veux optimiser, et que bon, perso, moi, je mets tout le temps le chauffage dans ma voiture sans avoir la pompe. Mais bien sûr, tu vois. Oui. Enfin, évidemment qu'on n'est pas en train de vous dire qu'il faut couper le chauffage, mais c'est juste que si vous voulez un peu plus loin, etc., et gagner en confort aussi, parce que je trouve qu'on gagne vraiment en confort. Il y a des petits types, par exemple, le chauffage, au lieu de le mettre à 21 degrés, on peut le mettre par exemple à 19, et si on met les sièges chauffants, en fait, c'est kiff-kiff. Voilà. Il y a une dernière chose à penser lors de la commande, JB, ça se passe au niveau des jantes, c'est bien ça? Oui. Alors, les petites jantes, je sais ce que vous allez dire. C'est moche. J'entends. Qui est team jante tuning un peu vénère? Je sens que Vincent, t'as deux doigts de lever la main. Moi, c'est stock, moi, c'est que les jantes stock. Oui, mais tu peux avoir des jantes stock. Les jantes performance IBM, quoi. Non, mais tu peux avoir des jantes stock et comment un peu. C'est quoi des jantes stock que tu choisis chez le constructeur? Tu vois, des aftermarket. Non, voilà, mais après en seconde. Mais c'est sûr que JB va nous en parler. Mais voilà. Alors c'est quoi cette histoire de jantes, JB? Alors les petites jantes, c'est pas beau, oui, mais c'est beaucoup plus économique à l'achat. C'est beaucoup plus économique à l'entretien, aussi à la consommation, notamment en hiver. Alors là, on voit un joli EX30 avec des jantes énormes. Il a tout faux, enfin, le petit chou. Est-ce que vous voulez des chiffres? Oui, putain. Je vais parler de la Xiaomi SU7, donc la fameuse voiture électrique de Xiaomi qui fait un succès absolument monstre en Chine. La Xiaomi SU7, si vous la mettez en jante 19 pouces, vous avez 810 km d'autonomie. Selon le cycle chinois, donc pas forcément les plus optimes, pas forcément les plus fiables. En général, oui, on peut faire 15 à 20% en moins en réel. Donc 19 pouces, 810 km. Si on la met en 21 pouces, on tombe à 725 km. Ah mais c'est énorme. Donc, comment ça se fait qu'il y a des écarts tels entre une petite jante et une grande jante? C'est quoi concrètement? Comment c'est mathématique. Comment? C'est mathématique. C'est très simple. Appelez-moi Perplexity. En fait, il y a plusieurs choses. Une grande jante, c'est plus lourd, donc plus de poids, plus de conso. En général aussi, des grosses jantes, c'est en taille, mais c'est aussi en largeur de pneu. Et en largeur de pneu, c'est très con, mais c'est la surface
surface de contact qui augmente, et donc plus de surface de contact, c'est plus de frottement, c'est plus de conso, c'est moins d'autonomie. Donc voilà, c'est beaucoup de choses aussi. Alors pour la précision là sur la Xiaomi SU7, on le voit à l'écran, c'est des Pirelli P0, des pneus, voilà, des pneus qui sont assez sportifs, donc plus de grip. Donc voilà, donc en général ça vient aussi. Pirelli, équipementier de pneus de la Formule 1. Voilà, c'est ça. Donc après on peut avoir des Michelin, etc. Donc voilà, on peut faire. Et en plus, je tiens à noter que en plus des plus grandes jantes, diminue le confort aussi. Exactement. Parce qu'on a moins de largeur de pneus, donc ça atténue le confort. Il y a moins d'air en gros, donc ça fait moins amortisseur. Donc voilà, d'autant plus qu'en hiver, en gros, les pneus hiver consomment encore plus que les pneus été, parce que plus de grip pour plus de sécurité, ce qui est quand même tout à fait logique. Mais voilà, mon petit conseil, c'est si vous avez les moyens et si vous avez besoin d'un set de pneus hiver, pas mal de régions en France en ont besoin. Alors vous pouvez vous faire plaisir l'été, en faire des jolies jantes qui claquent. Avec des diams. Avec des diams. Voilà, c'est ça. Et l'hiver, pourquoi pas une jante, des jantes un peu plus modestes pour gagner en confort, en autonomie. Et pour finir, tu me disais aussi qu'on pouvait faire quelque chose de très simple pour limiter le temps passé aux bornes de recharge. Exactement. Alors là, je vais pas forcément passer de la consommation en elle-même. Ça reste lié à une fine. Ça reste lié à l'expérience d'une voiture électrique en hiver. En hiver, quand les batteries sont froides, elles sont un peu paresseuses. Voilà, elles n'ont pas envie de travailler, machin. Et notamment, elles peuvent recevoir moins de puissance. Il y a aussi une question chimique qui n'est pas forcément très intéressante. Mais voilà, toujours dit que la finalité, c'est que ça charge moins vite. Sauf si il y a une solution toute simple, le préconditionnement. Là aussi, il y a un mot compliqué pour quelque chose de très simple. C'est la voiture va chauffer d'elle-même la batterie. L'idée, c'est d'arriver à la borne avec un pack de batterie à la température optimale. Elle est prête à accepter le plus de puissance possible, le plus longtemps possible. Et ça, forcément, on gagne en temps à la recharge. Donc ça, il y a plusieurs moyens de le mettre. Des fois, c'est automatiquement intégré dans le GPS. Quand le GPS se rend compte qu'il y a un arrêt recharge rapidement, mettons genre 15-20 minutes avant, il va lancer le préconditionnement tout seul comme un grand. Parfois aussi, il y a certains modèles il y a un bouton chez Volkswagen, et là aussi, je vous ai mis une petite exclue parce que je suis comme ça. C'est le Kia EV5 qui arrive en 2025 en France. Vous avez un petit bouton dans l'écran pour l'activer. Là aussi, vous mettez ça 10 minutes, un quart d'heure avant. Pas mal. Il faut préciser, comme le disait Vincent tout à l'heure, que une voiture avec un pack de batterie pas préchauffé, elle chargera. Elle chargera très bien, peut-être un peu plus lentement, mais on va pas arriver, la charge va pas démarrer. Ça va pas être l'inverse. Mais encore une fois, si vous voulez un petit peu faire les choses bien et avoir la meilleure expérience possible, il y a ce petit préconditionnement qui existe et qui marche très bien. Et ce qui est drôle, c'est que tout à l'heure sur Twitter, Pierre Desjardins, le rédacteur en chef d'Automobile Propre, il habite vers Strasbourg et il a pris la Mégane qu'ils ont eux au taf, une Mégane E-Tech sans pompe à chaleur et sans préconditionnement. Il a fait de l'autoroute à 130 pendant quasiment 2 heures. Il est arrivé à la borne et malgré le fait d'avoir fait 2 heures d'autoroute, la batterie était pas assez chaude et il a plafonné, je crois, à la puissance c'était 2 fois moins maximum que s'il avait pu la préconditionner, mais il pouvait même pas le faire. Donc ça peut changer en effet pas mal les temps de charge. Exactement. Écoutez, merci les gars pour ces beaux conseils et ces belles raisons. Je me dis qu'en été on va pouvoir faire la même chose. J'imagine qu'en été c'est peut-être similaire. En fait, le préconditionnement marche dans les deux sens. Si le pack est trop chaud, la voiture va recharger le pack de batterie refroidir. On va dire ça fait. Et la clim consomme aussi. La clim consomme aussi dans de moindres. C'est moins. On consomme quand même.